5 jours. Elle peut varier de 3 à 6 jours, avec un maximum de saignement vers le deuxième ou troisième jour du cycle. Le flux. Le flux, la quantité de sang, elle est en moyenne de 30 millilitres, mais elle est aussi variable sans dépasser 300 millilitres. Alors, ce sang, il contient normalement du sang, il contient aussi du mucus cervical et des débris qui proviennent de cet endomètre qui a été nécrosé et qui a desquamé. Et le tout va donc être éliminé avec les règles, ce qu'on appelle les règles. Ce sang est classiquement incoagulable. Il n'y a pas de caillot. Il ne coagule pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une enzyme qui est fibrinolytique durant, durant la menstruation qui rend ce sang incoagulable et on aura un retour à la normale une fois les règles se sont terminées. Alors, pendant la gestation et la lactation, il y a un arrêt des règles. Il n'y a pas de règles. Euh, il y a un blocage donc de ce phénomène physiologique. Les modifications utérines au cours du cycle menstruel ou mécanisme de la menstruation, donc c'est le résultat d'un certain nombre de transformations de cette partie superficielle de la muqueuse utérine qui elle-même n'est que le reflet d'un cycle ovarien. Et nous allons le voir, c'est-à-dire il y aura une évolution donc, du follicule, lequel follicule va sécréter les oestrogènes, et puis c'est le corps jaune, ovulation, corps jaune, etc., progestérone, et le tout ça va, par un phénomène de rétrocontrôle, réguler l'hypothalamus. Alors, il faut savoir, ça c'est un rappel d'embryologie, que l'ovaire chez l'embryon, normalement, l'ovaire chez le fœtus, euh, contient 6 à 7 millions de follicules primordiaux au 8e mois de la vie intra-utérine. On va assister pendant cette grossesse chez l'embryon à une dégénérescence massive et ce nombre de 6 millions à 7 millions va passer à 1 à 2 millions à la naissance. Alors, une fois le nouveau-né est né, il a c'est-à-dire bien sûr le sexe féminin, a 1 à 2 millions de follicules. Il va se produire après une dégénérescence et on va aboutir à l'adolescence ou à la puberté à un nombre de 300 à 500 000 follicules primordiaux qui vont rester. Et seulement 400 à 450 follicules vont subir un développement pour arriver à une ovulation parce que tous les autres vont évoluer vers l'atrésie et vont régresser. Un rappel des différentes phases du cycle ovarien. Le cycle, il comporte 3 phases. D'abord, la phase folliculaire. La phase folliculaire est marquée par la croissance d'un certain nombre de follicules, mais un seul follicule parmi cet ensemble de follicules va arriver à maturité au cours du cycle. C'est-à-dire qu'il y a un contingent de follicules où il y a beaucoup de follicules qui vont croître, mais un seul d'entre eux va réussir à maturer et nous donner donc le follicule mûr qui va ovuler au 14e jour du cycle et nous allons voir tout ça. Alors, cette croissance possède un double aspect. D'abord, on assiste à une multiplication des cellules du follicule. Nous avons là un rappel de l'anatomie microscopique. Le follicule ici primordial va évoluer, il va croître. Il y a plusieurs follicules qui vont croître et on aura un seul qui va arriver à maturité pour donner un follicule creusé d'une cavité ici, remplie de liquide. Alors là, c'est le follicule en croissance, va se creuser d'une cavité contenant du liquide, et ce follicule, on l'appelle le follicule antral.
Cette cavité est appelée antrone, donc follicule antral, lequel follicule antral va nous donner un follicule mûr où on assiste à une cavité beaucoup plus importante et une régression des cellules de la granulosa ici. Si on fait une coupe ici ultramicroscopique, on constate que ce follicule est entouré d'une thèque interne et une thèque externe avec une vascularisation ici par des capillaires, la vitrée et le liquide folliculaire et la granulosa. Alors, ce follicule de 2 graphes va, après maturation, va faire saillie au niveau de la périphérie de l'ovaire et puis va assurer, donc va ovuler, il va expulser un ovocyte qui est là. Ça, c'est l'ovocyte entouré de cellules de la de cellules de la granulosa. On l'appelle le cumulus prodigère. Alors, il va être expulsé, entouré d'une couronne de granulosa qu'on appelle la couronne radiata, corona radiata. Alors, 4 follicules rompus, les cellules, là, c'est les cellules folliculeuses, et puis après expulsion ovulation, on aura un corps jaune. Ce corps jaune présente une particularité d'une glande et glandulaire. Il va sécréter de la progestérone et à moindre degré des oestrogènes aussi, et puis va évoluer vers l'atrésie pour laisser un corpus albicans que nous allons voir. Alors, le follicule de 2 graphes de la périphérie, je répète ici, présente une thèque externe, une thèque interne, l'albuginée, ou la vitrée, pardon, et puis la granulosa. Alors, c'est une latex interne est une couche qui est conjonctive. Ben voilà, ici, elle sépare donc le follicule qui est par là du reste du parenchyme ovarien. Donc, elle sépare là, ici, c'est la thèque externe, elle sépare le follicule du reste ici du parenchyme ovarien. Alors, une thèque interne, ben voilà, une thèque interne, elle est vascularisée et elle présente une structure qui est glandulaire, c'est-à-dire elle va sécréter des oestrogènes. Alors, c'est cette fameuse couche interne qui va nous sécréter des oestrogènes qui jouent un rôle important dans ce phénomène physiologique avec la progestérone. Alors, il y a entre la thèque interne et la granulosa une membrane qu'on appelle la membrane de Slavjanski. Alors, cette membrane, cette séparation empêche la vascularisation des cellules de la granulosa avant l'ovulation. Nous allons voir qu'après ovulation, il va y avoir une pénétration de la partie de la thèque externe qui était vascularisée. Elle va envahir cette vascularisation, la granulosa, et faire proliférer les cellules de la granulosa qui vont commencer à sécréter de la progestérone. Voilà, la granulosa, elle est faite de cellules arrondies qui entourent donc une cavité qui est remplie de liquide folliculaire, avec ici un ovocyte qui est excentré et entouré de cellules de la granulosa, formant une couronne, la voilà, qu'on appelle la couronne corona radiata, et ce fameux promontoire ici est appelé le cumulus prodigère. Alors je continue. L'ovaire, là c'est un rappel aussi de la microscopie électronique schématisée. Ce que nous avons vu ici, ça c'est une coupe microscopique au microscope électronique.
Alors, là, c'est une coupe schématique qui représente ici la région corticale avec les follicules ovariens qui vont qui vont croître pour qu'un seul d'entre eux arrive à maturité, c'est-à-dire au follicule de Graaff qui est mûr. Alors, ce follicule qui va mûrir va se creuser d'une cavité qu'on appelle l'antrum, et c'est pour cela, je répète, qu'on appelle le follicule antral. Cette cavité va se creuser davantage et s'agrandir pour donner ici une grande cavité remplie de liquide folliculaire et constituer ce qu'on appelle le follicule mûr qui va faire saillie ici à la surface de l'ovaire pour éclater et donner une ovulation. Alors, après ovulation, il va involuer, il va donner ce qu'on appelle un corps jaune, lequel corps jaune va sécréter de la progestérone et puis va évoluer vers l'atrésie pour donner le corpus albicans. Alors, cette partie est appelée la région médulaire, donc l'ovaire est constitué d'une région corticale et d'une région médulaire où on retrouve des vaisseaux et des nerfs. Alors, tout ça, c'est le parenchyme ovarien, et c'est cette partie de l'épithélium qui est unicellulaire là, cette partie de l'épithélium unicellulaire qui est responsable des tumeurs de l'ovaire épithéliales, des tumeurs épithéliales de l'ovaire. C'est pour ça qu'on les appelle tumeurs épithéliales de l'ovaire que nous allons voir dans les tumeurs de l'ovaire, et ça c'est un détail en dehors donc bien sûr du cycle ovarien. Alors je continue. Voilà les différentes étapes de l'évolution du follicule. Nous avons au départ un follicule primordial où il y a un ovocyte ici qui est bloqué en prophase 1 et entouré par quelques cellules folliculeuses. Il va croître pour donner donc ici des cellules folliculaires, les voilà, qui vont constituer la granulosa et s'entourer de cellules épithéliales pour former la teinte interne et externe du follicule. 25 jours après, on assiste donc au fameux antrum qui se creuse ou bien de la cavité folliculaire pour donner ensuite, 40 jours après, un follicule mûr de Graaff creusé d'une grande cavité de liquide folliculaire pour lui aussi, à son tour, évoluer vers le follicule mûr de Graaff avec un promontoire ici où il y a un ovocyte qui est entouré de cellules de la granulosa constituant ce qu'on appelle la corona radiata. Alors, la phase ovulatoire, une fois arrivée donc après avoir fait saillie et après avoir rompu donc cette partie, on assiste à l'expulsion d'un ovocyte, c'est ce qu'on appelle l'ovulation, qui survient en général autour du 14e jour du cycle, où il y a un ovocyte entouré de cellules de la granulosa. Évolution vers le corps jaune, lequel corps jaune va évoluer vers l'atrésie pour donner le corpus albicans. Alors, à partir de là, de l'ovulation jusqu'ici, c'est la phase lutérale, et ça, c'est la phase folliculaire, c'est-à-dire on va assister à une croissance des follicules, maturation et ovulation. Donc, nous avons les deux phases du cycle ici, la phase folliculaire, la deuxième, c'est l'ovulation, et la troisième, c'est la phase lutérale. Alors, voilà, ça c'est une vue ultra microscopique de l'ovocyte après ovulation, quand la femme ovule. Il a cet aspect, il est entouré de cellules de la granulosa, avec une zone ici avasculaire pellucide, et là, le premier globule polaire, parce que, comme vous le savez, c'est une cellule qui était somatique et qui, normalement, était à deuxième chromosome, doit enfin, devenir ou donner ce qu'on appelle le gamétocyte à un chromosome
Et là, il y a un blocage du premier globule polaire. Donc, il va rester à ce stade avec ici le fuseau de la métaphase de la deuxième mitose de méiose. La phase lutéale, après l'ovulation, le follicule va subir des remaniements. Il va devenir comme une glande endocrine il sera active, va sécréter de la progestérone. Et tout ça après avoir été envahi, comme j'ai dit tout à l'heure, par des vaisseaux de la tech. Et puis, ces cellules vont augmenter de volume, les cellules de la granulosa, et les cellules de la granulosa vont sécréter de la progestérone. Les cellules de la tech interne, à moins de degrés, sécrètent les oestrogènes et la progestérone. Alors, le maximum de cette activité du corps jeune se situe vers le 7e jour de sa formation. En l'absence de fécondation, quand il n'y a pas de fécondation, le corps jaune va se transformer en ce qu'on appelle corpus albicans, c'est le corps blanc, corpus albicans. La durée de vie du corps jaune est fixe pour une espèce donnée. Alors pour l'espèce humaine, c'est 14 jours. Alors au cours du cycle menstruel, les différents récepteurs des hormones ovariennes vont subir des modifications périodiques sous l'influence, bien sûr, des hormones. C'est une relation directe avec les variations d'activité hormonale. Alors, ces modifications vont se produire au niveau des récepteurs génitaux, c'est-à-dire l'utérus et le vagin. Alors, au niveau de l'utérus, il y a l'endomètre où il y a des récepteurs d'œstrogènes. Il y a aussi d'autres récepteurs au niveau du myomètre. Et c'est ces récepteurs d'endomètre qui vont être responsables d'hyperplasie de l'endomètre due à une hyperœstrogénie. Là, c'est les oestrogènes qui vont être responsables de fibromes utérins, en rapport avec l'hyperœstrogénie relative aussi, et des récepteurs au niveau de la glande cervicale qui se met à sécréter sous l'influence des oestrogènes. Le vagin, les cellules ou l'épithélium vaginal est aussi sensible et présente des récepteurs aux oestrogènes. Donc les récepteurs génitaux sont au niveau de l'utérus et du vagin. Alors, d'autres sont extragénitaux, c'est l'accent, par exemple, de l'évolution de la courbe, quand il y a une ascension de la progestérone, on assiste à une élévation de la température chez la femme en deuxième partie du cycle. Les modifications de l'endomètre au cours du cycle menstruel. Alors, au cours du cycle menstruel, l'utérus, et en particulier l'endomètre, va subir une série de modifications, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le préparer à une nidation. Alors tout ça va se faire avec l'arrière-idée ou pensée d'avoir un endomètre réceptif pour recevoir un œuf fécondé. Alors s'il n'y a pas de fécondation, c'est la survenue derrière. Alors l'endomètre va régresser quand il n'y a pas de fécondation et on assiste à une élimination qui est partielle de cet endomètre. Alors, durant la phase folliculaire, les oestrogènes vont être responsables donc d'une croissance de l'endomètre. On va assister à une croissance de l'endomètre qui va augmenter en épaisseur. D'abord, au cours de la phase folliculaire ou la phase proliférative, non sécrétoire, proliférative, c'est-à-dire la prolifération de l'endomètre, c'est l'endomètre qui va proliférer, mais qui ne va pas sécréter. Donc, on parle de phase proliférative non sécrétoire, c'est-à-dire que les glandes de l'endomètre ne vont pas sécréter pendant cette phase proliférative. Et dès la fin des règles, jusqu'à l'ovulation, on va assister à ces modifications qui vont se reproduire au niveau de la couche superficielle de l'endomètre. Alors, la couche superficielle, au début du cycle, elle est mince, elle est de 0,5 mm et elle va régénérer au cours de cette phase folliculaire très rapidement
il va y avoir une migration de cellules avec une prolifération de la partie profonde des glandes et la muqueuse glandulaire va augmenter d'épaisseur et tout ça est dû à une croissance de ces constituants au moment de l'ovulation. Cette épaisseur va devenir, qui était de 0,5 mm, va devenir à 3 mm. Les tubes glandulaires. Alors tout ça, je l'ai schématisé après. J'explique d'abord et puis vous allez voir tout ça sur schéma. Les tubes glandulaires sont peu nombreux au niveau de l'endomètre. Ils sont peu profonds, rectilignes. Ils se multiplient. Et cette profondeur des glandes va s'accroître au fur et à mesure du cycle. Les cavités glandulaires vont se creuser, vont devenir un peu hautes avec un noyau basal qui est au départ basal, il va devenir médian et puis apical. Le chorion est peu œdémateux, il va devenir lâche et la vascularisation va se développer progressivement. Les artérioles vont se spiraliser de plus en plus, mais se spiraliser en deuxième phase du cycle, mais pas à la phase folliculaire. Là, on est à la phase folliculaire. Au cours de l'ovulation, on assiste à des vacuoles de glycogène qui vont apparaître au niveau de la base des cellules des tubes glandulaires, et ces vacuoles au niveau de la base des cellules vont repousser le noyau vers le pôle apical de la cellule. Au cours de la phase lutéale, on l'appelle aussi phase progestative, parce que cette phase progestative, pendant cette phase lutéale, on assiste à une augmentation de la sécrétion de progestérone, comme j'ai dit tout à l'heure, par le corps jaune qui est glandulaire et qui va sécréter de façon importante cette progestérone qui joue un rôle important dans la deuxième phase du cycle. Alors, l'endomètre va prendre un aspect sécrétoire, les glandes vont se compliquer et devenir plus profondes. Et cette phase, elle a une durée de 14 jours, c'est-à-dire elle va du 14e jour jusqu'au 28e jour du cycle. La muqueuse utérine augmente un peu légèrement d'épaisseur jusqu'à 6 mm. Vers le 17e, 18e jour du cycle, les glandes sont un peu plus tortueuses. Elles étaient rectilignes, elles vont se présenter des sinuosités, elles vont devenir tortueuses. Et puis les cellules qui les bordent auront un noyau central. Le noyau qui était basal va devenir central. Et puis, parce qu'il est repoussé par une vacuole de glycogène, et puis il va devenir apical. 20e jour du cycle, les glandes vont se compliquer, devenir plus tortueuses. L'épithélium est soulevé par des saillies qu'on appelle les épines conjonctives et donnant un aspect de dentelle utérine. Les cellules, les noyaux des cellules vont redevenir basales, le chorion lâche et œdémateux, et les artères vont se spiraliser et vont s'individualiser. 4e, 25e jour, on est proche de la fin de la période du cycle. Il va y avoir un développement des glandes au maximum. Ces dents vont vont avoir un aspect qu'on appelle un aspect en dents de scie, très contourné, dentelé, avec des épines conjonctives. Il y aura de la sécrétion aussi de glycogène qui va se déverser dans la lumière glandulaire, cette sécrétion de mucus. Il y aura de l'œdème du chorion qui va s'atténuer, et puis l'œdème du chorion s'atténue, mais ces cellules prennent un aspect globuleux, et ce sont les cellules déciduales. Les artères se spiralisent de plus en plus, et puis l'endomètre va commencer à se tasser pour donner donc une menstruation. Alors, étant donné donc la constante de cette phase, il est possible de dater à 24 heures près l'endomètre à partir du 14e jour de l'ovulation. Alors là, un schéma récapitulatif où on a
la phase œstrogénique ou la phase proliférative et la phase œstroprogestative ou lutéale ou progestative, où il y aura une sécrétion de progestérone. Alors, pendant la phase œstrogénique, on a des glandes qui sont peu nombreuses, peu profondes, rectilignes, d'accord? Quand ça constitue des cul-de-sac glandulaires, puis elles vont devenir un peu plus profondes et peu nombreuses. Les artérioles ici ne sont pas spiralisées, ne sont pas spiralisées, alors elles sont rectilignes. Les glandes vont s'approfondir un petit peu, les artérioles restent toujours non spiralées, et cette spiralisation on va commencer à partir après l'ovulation, où on va avoir ici une spiralisation qui va devenir beaucoup plus compliquée et tortueuse après le 20e jour, entre 20e jour et 28e jour du cycle. Alors, ici, on a une glande qui est en coupe transversale où on voit ici les vacuoles de glycogène en rouge, avec un noyau qui est apical ici, repoussé vers le. Il y a ici des cellules, c'est un épithélium cylindrique qui entoure la glande, et là, c'est la lumière glandulaire. Alors, on a un glycogène basal qui est en rouge, au niveau des bases des cellules. Chaque point est un noyau cellulaire. Et le rouge, c'est le glycogène. Alors, après le 22e jour du cycle, on aura du glycogène dans la lumière ici. Alors que là, il n'y a pas de sécrétion dans la lumière glandulaire. C'est à partir du 20e jour où l'endomètre va devenir sécrétoire, il va sécréter et éliminer du glycogène ou du mucus dans la lumière glandulaire. Et les cellules ici, où il y avait un noyau apical, le noyau va devenir ici basal, et la vacuole va être repoussée vers le pôle apical de la cellule pour se déverser dans la lumière glandulaire. Je crois que vous avez compris. Je continue. Alors, là, c'est une coupe microscopique où on constate ici une glande. Là, c'est la lumière glandulaire avec du mucus à l'intérieur de la lumière glandulaire. Ça, c'est le glycogène. Et vous avez ici les noyaux cellulaires avec au pôle apical le glycogène. Le glycogène qui va être déversé dans la lumière glandulaire. Ça, c'est une glande. Alors là, c'est une autre glande. La voilà. Vous avez le noyau qui est basal ici. Vous avez le glycogène là, apical, qui va se déverser dans la lumière glandulaire. Donc cet aspect va nous dire que c'est un endomètre, au microscope, est un endomètre qui correspond à 21, une période de 21 jusqu'à 28 jours du cycle. C'est-à-dire ça va nous situer dans le cycle quand on retrouve du mucus et des sécrétions glandulaires dans la lumière des glandes de l'endomètre. La menstruation, alors comment elle se fait? Quel est le mécanisme de cette menstruation? Eh bien, il y a deux théories. Il y a une théorie qui est connue et qui est classique, ancienne, qui explique que la menstruation est le fait survient après une ovulation, bien sûr lorsque l'œuf n'a pas été fécondé, et elle est en rapport avec la desquamation de la couche superficielle de l'endomètre, comme j'ai dit au début, et ces phénomènes sont dus à des phénomènes vasculaires au niveau de l'endomètre. C'est-à-dire que ces vaisseaux vont se présenter une vasoconstriction et qui sera prolongée et puis entraîner une nécrose, et laquelle nécrose des cellules endométriales va donner donc le saignement. Et ces phénomènes vasculaires seraient en rapport avec la cessation du fonctionnement hormonal du corps jaune. Une fois le corps jaune ne fonctionne plus, il va y avoir la survenue des règles. Et bien sûr, survenue des règles par des phénomènes vasculaires locaux. Alors, l'étude de cette vascularisation a montré que, comme j'ai dit, à la suite donc de vasoconstriction, il va y avoir de la nécrose des cellules, des capillaires, les cellules des capillaires et des artérioles,
et finalement, ça va aboutir à une hémorragie. L'endomètre est vascularisé normalement par des artères iliciennes reliées à des veines radiales. Elles vont présenter des alternances, des phases d'alternance de vasoconstriction et de vasodilatation. Et si on a vasodilatation, vasoconstriction, on va assister à une alternance de pâleur et de rougeur. Quand il y a une vasodilatation, on aura une rougeur. S'il y a une vasoconstriction, on aura une pâleur. Il y a une diminution du flux sanguin due à la vascularisation. Alors, juste avant les règles, ce rythme va se troubler et la muqueuse va devenir très pâle parce qu'il y a une spiralisation importante des artérioles, le flux sanguin va diminuer et une fois cette vasoconstriction se fait et se prolonge, les artérioles vont se fermer et vont donc être responsables d'une ischémie, laquelle ischémie aboutit à une nécrose, parce que qu'est-ce que ça veut dire ischémie? Ça veut dire une diminution du flux vasculaire. Mais si l'ischémie se prolonge, les cellules vont mourir et donc on assiste à une nécrose de la zone fonctionnelle de l'endomètre. Et c'est la survenue des règles. Alors les leucocytes puis les hématies passent à travers la paroi qui est nécrosée. Les artérioles vont se dilater et vont se rompre pour donner un hématome qui va s'ouvrir dans la cavité utérine. Alors, cette nécrose, en raison donc de cette nécrose des veines et des artérioles, alors le sang veineux va concourir à former une masse hématique à laquelle vont se mêler donc les débris de la muqueuse qui sont nécrosés. Très rapidement, les brèches vasculaires vont se fermer, il n'y aura plus de saignement, et puis les règles vont durer quelques jours, 5 jours en moyenne, et les territoires donc, de l'endomètre ne vont plus saigner ensemble. Alors pourquoi on assiste à une survenue des règles de façon épisodique, c'est-à-dire il n'y a pas un seul saignement et c'est le dernier. Quand la femme présente un saignement, elle le fait par épisode, parce que à chaque fois où elle saigne, ça veut dire qu'il y a un petit territoire de l'endomètre qui était nécrosé et qui a saigné. Il y a une réparation des brèches vasculaires, et puis c'est l'endomètre adjacent qui va à son tour se nécroser aussi, être responsable donc, de nécrose et d'un autre saignement. C'est pour ça que la femme saigne par période. Elle ne saigne pas de façon continue. Elle saigne par petite, enfin par épisode. Alors l'hémorragie et la desquamation superficielle vont laisser une surface qui est abrasée. On assiste à une réparation de l'endomètre et l'hémostase va être assurée par l'obstruction, bien sûr, de ces artérioles qui étaient spiralées. Ils vont être fermés par de ces débris de nécrose et par la nouvelle prolifération de l'endomètre et bien sûr la contraction du myomètre. Le myomètre, quand il se contracte, et c'est cette contraction qui est responsable de la douleur au cours des règles chez la femme. Et cette contraction assure un phénomène de ce qu'on appelle de sorte de ligature vivante. Elle va assurer une ligature des vaisseaux. Alors, deuxième mécanisme de la menstruation, qui est une théorie plus récente, elle évoque le rôle des métalloprotéinases. Alors, qu'est-ce que ça veut dire métalloprotéinases? Ce sont des enzymes qui vont agir sur l'endomètre et qui vont être responsables d'une destruction tissulaire par un processus inflammatoire. Et donc, la menstruation va survenir après cette destruction tissulaire. Alors, l'inflammation va s'accompagner donc d'une augmentation des cellules lymphomyéloïdes dans l'endomètre avec la participation donc des polynucléaires éosinophiles neutrophiles, des macrophages, avec une synthèse des cytokines et des protéases
qui vont stimuler cette métalloprotéinase constituée d'enzymes comme les collagénases, les gélatinases, etc. Et qui va donc être responsable de la destruction tissulaire, laquelle destruction va donner une menstruation en fin de cycle. Alors, la dégénération de la lamina basa, qui supporte les cellules décéduales de l'endomètre et les vaisseaux endométriaux. Alors, la régulation de la menstruation. Alors, le contrôle maintenant ovarien. Alors, il y a un contrôle au cours du cycle menstruel et de la menstruation sous la dépendance des hormones ovariennes. Alors, l'ovaire, qu'est-ce qu'il sécrète? Il sécrète normalement les oestrogènes par la tête interne du follicule ovarien et la progestérone par le corps jaune. Alors, quand on fait une castration, on va assister à une disparition de toutes les manifestations du cycle menstruel. Pourquoi? Parce que cette régulation de l'ovaire, ces hormones, sont en rapport avec l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc, si on arrête le fonctionnement de l'ovaire, l'axe va être bloqué. Alors, physiologiquement, au cours du cycle menstruel, les oestrogènes sont sécrétés et le principal oestrogène représenté chez la femme, c'est l'œstradiol ou bêta-2-œstradiol et à moins de degrés, l'œstrone. Alors qu'ils sont responsables de la prolifération de l'endomètre et comme j'ai dit, ces deux oestrogènes sont sécrétés par la thèque et surtout l'œstradiol par la thèque interne du follicule ovarien. Alors le taux va augmenter en début du cycle, où il est qui va passer de 5 à 20 gamma à 50, 100 gamma avant l'ovulation, et puis il va décroître après un deuxième pic, et puis 4 à 6 jours après l'ovulation, il va devenir à un taux, revenir au taux de 50, 30-50 gamma, pour redescendre à des valeurs beaucoup plus faibles avant la menstruation. Alors la progestérone, elle est sécrétée par le corps jaune. Alors, et elle est sécrétée par le corps jaune lors de la deuxième phase lutéale du cycle. Elle joue un rôle dans la préparation de l'endomètre, d'un endomètre qui a déjà subi l'action des oestrogènes, parce qu'il était déjà sous l'effet des oestrogènes. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour préparer l'œuf qui est fécondé, bien sûr, à une nidation. Alors, s'il n'y a pas de fécondation, il n'y aura pas de nidation, et donc il va y avoir survenue des règles. Le taux de la progestérone, du métabolite de la progestérone, qu'on appelle le prénandiol, il est de 1 mg par jour. Il est faible durant la phase folliculaire et va augmenter après l'ovulation, parce qu'après l'ovulation, on assiste à une ascension parabolique en parabolique de la sécrétion de la progestérone qui